La situation en ex-Yougoslavie à la suite d'une réunion ce matin à l'hôtel Matignon après le meurtre de 2 casques bleus français. Paris demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Nous retrouverons en direct de Sarajevo le commandant de la Force ONU, le général Gobillard. Dans la banlieue de Prague, 2 morts et 27 blessés à la suite de l'accident d'un car qui transportait une cinquantaine de jeunes d'un collège privé de Mulhouse. Les suites du naufrage du catamaran Saint-Malo, 29 passagers sont toujours hospitalisés. Les autorités françaises ont ordonné l'ouverture de 2 enquêtes. Le conseil d'administration d'Alcatel-Alstom s'est réuni il y a quelques instants pour désigner un président par intérim, probablement Marc Vienneau, le PDG de la Société Générale, afin de remplacer Pierre Suard, interdit de gestion par la justice. La campagne présidentielle à 5 jours du premier tour, invité de notre journal de 20h, le candidat socialiste Lionel Jospin. Madame, Monsieur, bonsoir. On ne sait pas encore si Marlon Brando assistera ou non cette nuit en Polynésie aux obsèques de sa fille Cheyenne, qui a mis fin à ses jours. Cette jeune femme de 25 ans, mère d'un petit garçon de 5 ans, souffrait depuis 5 ans de graves crises de dépression. Pascal Doucet-Bon. De Cheyenne Brando, on gardera en mémoire ses beaux yeux qu'elle a décidé de fermer définitivement hier soir. De son père, on oubliera peut-être cette image, les larmes d'une idole, citée comme témoin au tribunal. Mai 1990, la jeune Cheyenne, enceinte de 6 mois, avoue à son frère Christian que son couple est devenu un cauchemar. Dag Drolet, son fiancé, la bat régulièrement. Christian adore sa sœur, déteste Dag, il le tue dans le salon de la maison familiale, un soir de querelle. Marlon Brando, qui avait toujours réussi à préserver sa famille des tempêtes de la vie publique, ne peut éviter un procès retentissant dont sa fille ne se remettra pas. Après une première tentative de suicide, Cheyenne est inculpée de complicité d'assassinat. Elle bénéficiera d'un non-lieu, mais à aucun moment elle ne réussit à remonter la pente. Après plusieurs hospitalisations en France et à Tahiti, après une autre tentative de suicide, elle devait repartir la semaine prochaine avec son père, en Californie. Mais Cheyenne n'a pas attendu, elle devrait être inhumée à Tahiti dans les heures qui viennent. Nouvel accident de car français à l'étranger, cette fois dans la banlieue de Prague. Ce matin, un dernier bilan, 2 morts et 27 blessés. Ce car transportait une cinquantaine de jeunes d'un collège privé de Mulhouse. Vincent de Guyenne. Voilà tout ce qu'il reste de l'autocar. Il transportait 45 élèves de seconde et de première d'un lycée privé de Mulhouse. Les adolescents étaient partis la veille pour un voyage d'1 semaine en Europe centrale. Mais en quittant l'autoroute à Prague, le car est sorti du virage et a percuté un poteau d'éclairage, semble-t-il, à pleine vitesse. Une lycéenne de 17 ans et le chauffeur du bus sont morts sur le coup. 6 adolescents sont encore hospitalisés, ils souffrent de fractures et de traumatismes divers. Outre les soins, il faut maintenant réconforter les élèves, rester sur place. Plusieurs personnes sont parties aujourd'hui de Mulhouse. 2 personnes de l'établissement qui sont parties rejoindre donc nos élèves et les accompagnateurs, ainsi qu'un médecin qui est un ancien élève et qui essaiera dans les hôpitaux là-bas, je pense, de prendre le point et de pouvoir nous dire avec précision et plus facilement qu'un médecin de Prague vraiment l'état exact de chaque jeune. La nouvelle de cet accident a bouleversé tout le lycée. Quand je pense aux élèves qui sont partis pour s'amuser un coup, quoi, et qui arrivent là-bas, l'accident, puis... Le chauffeur du bus était d'après son patron un des meilleurs éléments de la société. Ici, on ne comprend pas ce qui a pu arriver. Le car, presque neuf, roulait vite, il n'y a pas de traces de freinage sur la route. Le virage qu'il a emprunté était serré, mais les lampadaires, eux, continuaient tout droit. Cet endroit est réputé dangereux. L'année dernière, il y a eu 7 accidents graves. 29 des 300 passagers évacués hier en catastrophe du catamaran géant Saint-Malo étaient toujours hospitalisés cet après-midi à Jersey. Les autorités françaises ont décidé l'ouverture de 2 enquêtes pour rechercher les causes de cet accident et surtout déterminer les responsabilités. Selon la presse britannique, le commandant de ce bateau avait tout simplement voulu prendre un raccourci. Sur place pour France 2, Anne Poncinet, Éric Delagneau. La plage de Saint-Aubin est vraiment l'endroit où l'on se pressait cet après-midi à Jersey. Curieux, policiers, experts et techniciens, le Saint-Malo a ainsi été très entouré le temps d'une marée basse. Les policiers se sont employés à sortir les bagages, puis les articles hors taxe du navire. Les techniciens français ont tenté de vider les coques du bateau remplies d'eau.
Nous, on essaye on va remplir les capacités avec des ballons et des chambres à air d'air pour essayer de redonner de la flottaison au bateau. Pour éviter que ça va être de l'air à la place de l'eau qui va rentrer dans les soutes, pour le remettre d'aplomb, pour plus qu'il pique dans le sable et qu'il continue à se casser. C'est ici, à la pointe de Corbière, que l'accident a eu lieu. Aujourd'hui, les ferries continuaient leur passage, mais apparemment plus au large qu'hier, au moment de l'accident. C'est en tout cas ce qu'a constaté le patron de l'hôtel qui domine la pointe. Il n'y a rien eu de véritablement exceptionnel, mais nous avons vu le bateau passer plus près des rochers que d'habitude. Pourquoi le commandant a-t-il amené son navire si près des rochers? Est-ce pour aller plus vite ou pour permettre aux touristes de faire des photos? Une enquête préliminaire a été diligentée. Elle est dirigée par le commandant des ports de Jersey. À l'issue de ces investigations, d'éventuelles poursuites pénales seront engagées. En attendant, le patron de la compagnie n'envisage pas de sanctions. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de sanctions s'il n'y a pas de raison d'en prendre. On verra en fonction des résultats de l'enquête s'il y a eu erreur humaine et la nature de cette erreur humaine. À ce stade, il est trop tôt pour envisager ce type d'approche. Selon la compagnie, le bateau en tout cas était neuf et peut difficilement être mis en cause. Il repose maintenant sur la plage. La plupart de ses passagers sont repartis sans lui pour le continent après un week-end mouvementé. La situation en Bosnie après le meurtre de 2 casques bleus français à Sarajevo. Édouard Balladur a réuni ce matin à l'hôtel de Matignon les ministres et responsables militaires concernés. La France demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York et le vote d'une résolution visant à renforcer la sécurité des soldats déployés sur place. Tout de suite le point avec Olivier Lerner. Le problème du retrait est posé. Je l'ai moi-même posé hier soir. Retrait, le mot est sur toutes les bouches. À Paris d'abord, où le gouvernement fait savoir que trop, c'est trop. L'Élysée, représenté par Hubert Védrine, cautionne cette mobilisation quelque peu tardive. Paris menace aujourd'hui de retirer ses 4500 casques bleus déployés en ex-Yougoslavie si aucune perspective de paix ne se dessine rapidement en Bosnie. Ce n'est pas encore un ultimatum, mais on en prend tout doucement le chemin. Retrait. Le mot est prononcé aussi à Split par l'émissaire spécial de l'ONU, qui estime le retrait des casques bleus possible si de nouveaux incidents se reproduisent. Alain Juppé est arrivé à New York ce soir. Sa mission n'est pas simple. Il faut réveiller un processus diplomatique quelque peu endormi. La Force-Pronu, en effet, ne parvient pas à assurer complètement sa mission et les casques bleus sont assassinés. Parfois d'ailleurs par ceux-là même qu'ils sont chargés de protéger. Vous savez qu'il y a de fortes présomptions pour penser que l'un au moins des 2 soldats français récemment assassinés l'a été par un tireur bosniaque. Une nouvelle fois, Paris comme la Force-Pronu renvoie dos à dos Serbes et musulmans. Mais dans l'hypothèse d'un retrait des casques bleus, c'est face à face qu'ils se retrouveront. Le chef des rebelles serbes annonce une offensive finale pour mettre un terme à sa manière à 3 ans de conflit. Le Premier ministre bosniaque s'est prononcé contre un retrait des casques bleus français. Londres a accueilli avec plutôt réticence la proposition française de réunir d'urgence le Conseil de sécurité à New York et le gouvernement allemand a exprimé l'espoir que la France ne retirera pas ces casques bleus. Avec nous en direct de la capitale bosniaque, le général Hervé Gobillard, commandant de la Force-Pronu pour le secteur de Sarajevo. Mon général, bonsoir. La version officieuse du drame de la fin de la semaine dit que Ralph Günther a été tué par un tireur bosniaque. D'ailleurs, Alain Juppé semble confirmer cette thèse. Et Éric Ardouin aurait été tué par 1 ou 2 tireurs serbes. Est-ce que vous pouvez confirmer ces informations? Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, nous avons un problème de liaison son. Je vous propose nous allons tenter de rétablir cette liaison avec le général qui se trouve en direct de Sarajevo. Je vous propose d'aller tout de suite au Sénégal, 12 jours après la disparition en Casamance de 4 Français dont on est toujours sans nouvelles. La France a mis aujourd'hui des moyens aériens sérieux à la disposition des militaires sénégalais qui ratissent actuellement ce secteur. D'autre part, si l'on en croit le quotidien Le Soleil, proche du gouvernement sénégalais, qui cite des sources bien informées, comme l'on dit, ces 4 Français pourraient être, je cite, des instructeurs en armement, comme on en trouve auprès de tous les mouvements de rébellion de par le monde. Information démentie ce soir par Paris, qui parle d'allégations sans fondement. Pour mieux comprendre le contexte, je vous propose de découvrir le reportage de nos envoyés spéciaux Thierry Curté et Dominique Merlin dans un village au cœur de cette région, largement contrôlée, vous le savez, par les indépendantistes.
La route qui longe la frontière avec la Guinée-Bissau est le domaine des militaires. Mais à 500 mètres à peine, les rebelles frappent. Il y a 2 semaines, ils ont incendié ce village, à moins de 12 km d'une ville de 400 000 habitants. La forêt est leur territoire. Tout a été abandonné. Sur le tableau noir de l'école, par-dessus la leçon d'éducation civique, les rebelles casamançais promettent une roquette pour chaque soldat sénégalais. Toutes les maisons n'ont pas été brûlées. Les cases des Diolas sont intactes. C'est l'ethnie en rébellion. Mais même ces villageois épargnés fuient de peur d'être considérés comme des sympathisants. Le chef du village a été menacé de mort. Depuis 1991, c'est lui qui doit récolter l'impôt pour Dakar. Intolérable pour les indépendantistes. Ils disaient que c'est en Casamance, c'est leur pays. Ils vont prendre les indépendants en Casamance. Donc c'était à eux de lever l'impôt. Ils ont tué l'autre, Albert. Albert Ndeka, c'était avant-hier. Des gosses qui sont allés chercher des pommes d'acajou dans le jardin du gouvernement là. Alors ils ont chassé les gosses là. C'est là qu'on l'a trouvé. Et qui l'a tué? Ce sont des rebelles. Le chef est désormais sous la protection des militaires. Une protection toute relative puisque plus de 20 soldats ont été tués depuis le début avril. Eux n'entrent plus dans la forêt, sinon en masse. Depuis hier, 2 bataillons de plus de 1000 hommes ratissent la zone. Les exactions contre les villageois se multiplient. La dernière a provoqué le déplacement de 800 personnes, réfugiées désormais autour du camp militaire. Depuis le 4 avril, ils ne sont désormais qu'à 500 mètres de chez eux, mais ne veulent pas retourner dans la forêt. Les 4 Français ont traversé cette zone le 6 avril, et on le voit, cette région n'est plus sûre du tout dès que l'on s'écarte de la route principale. Est-ce que c'est ce qu'ont fait les 4 Français? Les enquêteurs penchent de plus en plus pour cette hypothèse. La liaison est rétablie, je l'espère, avec Sarajevo. Nous retrouvons en direct le général Hervé Gobillard, qui est commandant de la force ONU pour ce secteur. Mon général, d'abord, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien, bonsoir. Bonsoir. Alors je disais que la version officieuse affirmait que Ralph Gunther avait été tué par un tireur bosniaque, ce que semble accréditer d'ailleurs Alain Juppé, on l'a entendu il y a quelques instants, et Éric Ardouin par 1 ou 2 tireurs serbes. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord confirmer ces informations? Avant de vous répondre, je voudrais d'abord dire aux familles de nos 2 camarades qui sont tombés pour la paix, lâchement assassinés ici à Sarajevo, que nos pensées vont vers elles et que nous participons avec tout notre cœur à leur peine et à leur tristesse. Les investigations menées sur place, opérationnelles et techniques, permettent ce soir de dire qu'il y a une très forte probabilité pour que le maréchal des logis Gunther ait été tué par une balle venant du côté bosniaque. Et pour ce qui concerne le brigadier-chef Ardouin, il y a une très forte probabilité en revanche pour qu'il ait été tué par une balle venant du côté serbe. Les expertises des gilets par balle et de la balle que nous avons retrouvée sur le terrain dans le 2e assassinat devraient permettre, dans les jours prochains, de lever l'indétermination. Après ces 2 meurtres, quel est le moral des troupes sur place, si je puis employer cette expression? Nous sommes ici des soldats, tous ici nous connaissons les risques de cette mission. Ce que nous n'acceptons pas, c'est la façon dont nos camarades ont été délibérément et lâchement tués, mais nous sommes des soldats et notre détermination est grande. Le moral est bon et nous voudrions surtout pas que la mort de nos camarades soit vaine. Nous savons également ce que nous apportons pour la stabilité de la région et ce que nous apportons à cette population de Sarajevo. Si nous n'étions pas là, nous sommes convaincus que les bombardements seraient encore plus terribles et que la population souffrirait encore plus. Merci beaucoup, Général Gobillard, d'avoir répondu en direct de Sarajevo à nos questions. Je rappelle que vous êtes commandant de la force ONU pour ce secteur. Nous passons maintenant à la campagne présidentielle en France, à 5 jours du premier tour. 2 des plus proches partisans d'Édouard Balladur, Simone Veil et Charles Pasqua, ont laissé percer aujourd'hui des doutes sur les chances de leur candidat, et cela à l'occasion d'interviews dans la presse. Interrogé par Le Monde, cette fois, le Premier ministre candidat s'est déclaré, lui, tout à fait confiant. Édouard Balladur oppose, je le cite, la crédibilité de son projet à la démagogie de celui de Jacques Chirac, qui, par son irresponsabilité, risque, selon lui, de faire disparaître la croissance retrouvée. Avant de retrouver Lionel Jospin, le candidat socialiste, en duplex à Lyon, un entretien enregistré il y a environ 1 heure, tout de suite en compagnie de Patrice Romden, notre journal de campagne.
La politique emprunte volontiers au vocabulaire sportif. Ne parle-t-on pas de dernière ligne droite avant le premier tour? Aux sportifs, il arrive que les politiques empruntent aussi la réputation. C'est donc entouré du judoka Stéphane Traîneau, du cycliste Jean-René Bernaudot et du pilote Philippe Alliot que Philippe de Villiers sacrifie à la mode Clinton. Les sportifs même, faites comme eux, tel étant fait le message, ainsi distillé en petite foulée d'un parcours matinal sur lequel Jacques Chirac, lui, fait l'impasse. Bonjour. Venez dans mes bras. Muriel, viens dans mes bras. Au footing, Chirac préfère le cocktail en compagnie de 250 champions. Marielle Guetchel, Alain Prost, Jeannie Longo, Rive, Casque d'Or, Alain Mimoun aussi. Il y a là concentré plus de 6000 sélections en équipe de France pour l'aider à franchir le perron de l'Élysée. De ses habitués du podium, Chirac vante l'exemplarité avant de résumer le rôle du sport. Très souvent, à l'âge de 13-14 ans, c'est le hasard qui les fait tomber d'un côté ou de l'autre, qui fait d'eux soit un animateur généralement sportif, soit un dealer. Et Chirac d'insister sur la nécessité d'aménager le rythme de l'enfant. Pour d'autres raisons, Édouard Balladur ne dit pas autre chose lorsqu'il évoque l'étalement des vacances estivales devant un parterre de professionnels du tourisme auquel il promet un grand ministère. Soit dit en passant, Chirac, lui, s'y oppose. Résumons, la famille sportive, la famille du tourisme, celle des harkis aussi, à laquelle Jean-Marie Le Pen s'adresse aujourd'hui. Si je suis président de la République, il est évident qu'un des premiers gestes, parce qu'il serait éminemment symbolique, serait fait par moi en direction de ce peuple français d'Algérie qui a tant souffert et qui a tant mérité de la patrie. À l'inverse de Jean-Marie Le Pen, Robert Hue ne parle pas de victoire, mais d'une remontée qui ferait de lui un équipier qui compte. Il faut se rendre compte de l'événement que ça représenterait effectivement cette remontée du Parti communiste. Je crois que c'est ce qui peut bouger, changer la donne à l'occasion de ce premier tour. Et il y aura là une force qui sera en situation de porter la protestation, de porter les grandes questions sociales qui ont été au cœur de cette campagne sur les salaires et une perspective politique. La dernière ligne droite, comme l'on dit, c'est le boulevard des promesses. Après seulement commencera la course de haies. En compagnie d'Arlette Chabot et de Jean-Luc Manot, nous retrouvons en duplex de Lyon Lionel Jospin qui participe ce soir à un meeting entre Rhône et Saône. Lionel Jospin, bonsoir. Tout d'abord, une question d'actualité sur la situation en Bosnie après le meurtre de 2 soldats français. Édouard Balladur a affirmé que le problème des retraits des casques bleus français était posé. Hier, vous trouviez la position du gouvernement français un peu floue. Alors, est-ce que vous approuvez les décisions qui ont été prises aujourd'hui, ce matin, par le gouvernement ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait pour le moment véritablement des décisions. Il y a une question posée qui est celle du retrait des casques bleus. Je ne pense pas d'ailleurs que ce retrait des casques bleus français puisse être unilatéral ou isolé des autres. Donc il est normal que nous nous concertions avec nos partenaires de l'Alliance Atlantique et des Nations Unies pour y voir plus clair. Le gouvernement a fondé sa politique sur le plan de paix du groupe de contact. Peut-être qu'il faut qu'il montre que cette politique, il y croit. Sinon, on a un peu l'impression qu'il est entre 2 politiques. Je cherche un peu à comprendre la position du gouvernement français, je dois dire. Monsieur Jospin, on va parler un peu de la campagne. Depuis quelques jours, vous appelez les électeurs de gauche à se rassembler sur votre nom. Alors, est-ce qu'à 5 jours du scrutin, vous considérez que ceux qui s'apprêtent à voter pour M. Hue, pour Mme Laguillet, pour Mme Voinef, font peser un danger sur la gauche? Oh, je ne m'exprimerai pas ainsi, il n'y a pas à faire de dramatisation, nous sommes dans une élection démocratique. Simplement, la gauche ou les forces de progrès, ce sont 2 choses traditionnellement, c'est une diversité, c'est un pluralisme d'un côté, et puis c'est la nécessité d'un rassemblement. Comme au moment où nous parlons, nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs de la présence d'un candidat de gauche, c'est-à-dire de ma présence au second tour, je pense que cette dimension du rassemblement, elle doit habiter chacun des électeurs et chacune des électrices de gauche. Parce que si on veut qu'il y ait un vrai débat, enfin, qui s'engage dans cette campagne qu'on a polarisée sur un tête-à-tête entre 2 personnes du même parti, si on veut qu'il y ait un choix qui soit ouvert aux Français, si on veut surtout qu'un certain nombre de questions avancent, comme je l'ai fait avec mes propositions, cela passe naturellement par ma présence au second tour. J'y insiste, mais sans pression.
Jacques Chirac a, semble-t-il, fait passer l'idée que le changement, eh bien, il peut l'incarner. Alors, comment ce thème du changement a-t-il pu vous échapper? Est-ce que c'était impossible après 14 ans de présidence socialiste? Mais je ne suis nullement convaincu que ce thème du changement m'a échappé. Je crois qu'il y a une musique sur le changement. Mais comment M. Chirac pourrait-il nous persuader qu'il va faire une autre politique avec la même majorité? Celle qui a tenté d'aggraver les lois Fallou contre l'école publique, celle qui a essayé de mettre en place le SMIC jeune, celle qui a revu à la baisse les droits des salariés avec le plan Giraud. Ça me paraît impossible. Et Or, comment... M. Chirac, comme M. Balladur, disent qu'ils ne dissoudront pas. Les propositions que je fais en matière de chômage, en matière de lutte pour l'emploi, en matière de retraite, en matière de protection sociale, en matière d'éducation et de recherche, en matière de lutte contre l'exclusion, représentent par contre des éléments concrets de changement. Et M. Jospin, comment vous pouvez faire croire que vous ferez différemment, avec les mêmes soutiens politiques, avec les mêmes amis politiques que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Mais notre défaillance a été essentiellement sur le terrain du chômage. Or, je pense que la période a changé. Nous sommes dans une période où la croissance économique est revenue. Pour ce qui me concerne, il y a déjà plusieurs années que j'ai dit qu'il fallait sortir d'une certaine orthodoxie économique, qu'il fallait centrer la politique économique sur la lutte contre le chômage, qu'il ne fallait pas que l'emploi soit un solde d'une politique économique centrée sur les équilibres. Je crois que la période est plus favorable. Je fais des propositions précises. Elles ont été chiffrées. Il a été montré par des experts indépendants qu'elles apportaient par centaines de milliers des emplois, beaucoup plus que celles des propositions de mes adversaires de droite. Alors, ne jugeons pas sur les intentions, jugeons sur les propositions et leur effet pratique. Oui, mais beaucoup de critiques à gauche, justement, sur vos propositions. On dit qu'elles sont trop timides, que vous avez voulu faire un peu trop raisonnable, trop gestionnaire, M. Jospin. Je propose de passer en 2 ans à une durée légale du travail qui soit à 37 heures, donc de diminuer la durée légale du travail de 2 heures. Certains parlent de 35 heures, vous savez bien, donc certains parlent de 35 heures, donc on trouve que c'est assez modeste au fond. Non mais, Madame Chabot, de quoi parlez-vous? Vous parlez des propositions de M. Balladur et des propositions de M. Chirac? Ce sont mes 2 concurrents en liste pour le 2e tour de l'élection présidentielle. Or, eux ne proposent aucune diminution de la durée des salaires, de la durée du travail. Les propositions ont été chiffrées à 400 000 créations d'emplois, 200 000 par an. Vous savez très bien que si j'avais dit 35 heures tout de suite, serait bloqué pour des raisons économiques la négociation. Les chefs d'entreprise auraient dit c'est pas possible de passer en quelques semaines de 39 heures à 35 heures. Que si j'avais dit bon ben ça sera 35 heures, mais à la fin du septennat, alors ils auraient dit mais pourquoi négocier? Nous n'avons pas la paix dans les reins. Là, moi, ma méthode, c'est de dire je fixe un cap, 37 heures dans 2 ans, et vous avez le temps, partenaires économiques, chefs d'entreprise, syndicats, au niveau national, par branche, au niveau des entreprises, de discuter. Et c'est toute ma méthode du changement qui consiste à s'appuyer sur une impulsion de l'État, sur une volonté politique du président que je serai, et en même temps sur un jeu, une prise de responsabilité, une possibilité de négociation qui est offerte aux partenaires sociaux. Je suis le seul à préconiser cette méthode, et c'est la seule qui puisse amorcer des changements. Je sois plus généralement, quand vous parlez d'un État modeste, avec un président modeste, un président citoyen, est-ce que vous n'êtes pas à côté de la volonté des Français qui semblent vouloir majoritairement plutôt un président fort pour impulser le changement? Mais jamais vous n'avez trouvé dans la bouche... Un capitaine, un patron. Non. Monsieur Manot, jamais vous n'avez entendu dans ma bouche ce thème d'un État modeste. Je ne l'ai jamais employé. Au contraire, j'affirme qu'il doit y avoir une impulsion politique au niveau de l'État venant du président de la République, venant du gouvernement. Et je propose une impulsion politique venant de l'État, notamment dans la lutte contre le chômage, et des relais qu'on trouve dans la société. C'est-à-dire pas l'État contre la société, pas la société sans puissance publique, mais un jeu, un travail ensemble de l'État, du pouvoir politique et de la société. C'est le contraire d'un État modeste, mais c'est un État impartial. C'est sûrement pas l'État Balladur dont nous menace M. Chirac, ni l'État Chirac dont nous menace M. Balladur. Alors, si vous êtes au second tour, vous avez annoncé un peu un changement dans la conduite de votre campagne, notamment un changement de slogan. Alors, Jospin, c'est clair, ça n'était pas tout à fait? Il y a une distinction entre le premier et le second tour. Pour le moment, je ne suis pas au second tour, Arlette Chabot. Nous sommes à 4 jours. Nous sommes à 4 jours de la fin du premier tour, et j'appelle les Françaises et les Français à se mobiliser sur les propositions que je fais,
et sur la possibilité d'un choix au deuxième tour, sur la possibilité d'une victoire au deuxième tour. Alors, au deuxième tour, nous parlerons slogan, mots d'ordre, propositions. Pour le moment, il faut d'abord assurer la présence au second tour. Voilà, je vous rappelle que cet entretien en duplex de Lyon a été enregistré vers 19 h. Le candidat socialiste participant actuellement à un grand meeting régional. Demain, c'est Édouard Balladur qui sera l'invité du journal de 20 h. Pour mettre un point final ce soir à cette actualité électorale, le deuxième épisode de la série proposée par Hervé Brugini sur la petite histoire de notre grande démocratie. Ce soir, le bureau de vote. Le bureau de vote, quoi de plus banal? Mais à y regarder de plus près, l'histoire montre qu'au XIXe siècle, le jour d'élection était jour de fête, avec cortège, fanfare et passion. C'était l'époque où l'on improvisait le bureau électoral dans un domicile privé, une étable ou un bistrot. Progressivement, les électeurs furent accueillis dans les écoles primaires et surtout les belles mairies de la République. Ces messieurs du bureau, présidents et scrutateurs, veillaient à la discipline électorale, au besoin en faisant appel aux forces de l'ordre. L'ordre, un souci constant. La circulation des votants était régulée pour éviter les mauvaises rencontres. Depuis, l'autodiscipline s'est installée et la fête s'en est allée. Le bureau de vote, lieu solennel et austère où l'on accomplit son devoir, est si bien établi qu'il peut ressurgir dans le plus simple appareil, même après une guerre. Voilà, demain vous saurez tout sur la petite histoire de l'isoloir. 13 à table, le PDG d'Alcatel-Alstom, Pierre Suard, empêché de gestion par la justice. Ils étaient 13 cet après-midi autour de la table du conseil d'administration pour désigner un président par intérim. La réunion vient de prendre fin. Nous retrouvons tout de suite sur place en direct Frédéric Crotat. C'est officiel depuis quelques minutes. Les 13 administrateurs du groupe viennent de nommer Marc Viennot en remplacement de Pierre Suard. Pierre Suard empêché d'exercer ses fonctions. Marc Viennot a 67 ans, c'est le PDG de la Société Générale, qui est quand même le premier actionnaire du groupe Alcatel. Sa mission sera de trouver un remplaçant à Pierre Suard. Ce que l'on reprochait un petit peu à Pierre Suard, c'était sa manie de cumuler un petit peu toutes les directions au sein du groupe. Marc Viennot a jusqu'au 31 juillet pour trouver un successeur. Le 22 juin, il faut savoir qu'il y aura une assemblée générale du groupe Alcatel. Voilà. Merci Jacques. Le climat social, les agents des ANPE parisiens étaient en grève aujourd'hui. Ils ont décidé de reconduire le mouvement jusqu'à demain. Les grévistes, qui représentent environ 25% des effectifs selon la direction et 55% selon les syndicats, protestent contre l'allongement de la durée du travail et contre l'aggravation de leurs conditions de travail. D'autre part, de nouvelles perturbations sont à prévoir ces prochains jours dans la RATP à Paris. Cela suite à de nouveaux préavis de grève déposés pour mercredi, jeudi et vendredi. Cette fois, ce sont les heures de pointe, comme l'on dit, le matin et le soir, qui devraient être le plus perturbées. Le dicton du jour, à la Saint-Parfait, Canto se refait. Condamné à 120 heures de travail communautaire pour avoir agressé un supporter, l'international français a commencé cet après-midi à s'acquitter de sa dette, à prendre le foot à deux jeunes de Manchester. Commentaire de notre correspondant Bernard Lebrun. Il ne faisait pas très chaud ce matin dans le nord de l'Angleterre, mais les photographes étaient là, malheureusement, terrain couvert. À 14 h, le professeur Cantona est descendu de sa limousine, portant la couleur rouge de ce qui est toujours son club, Manchester United. Il n'aura qu'un mot pour les photographes. Non, je ne suis pas là pour vous, mais pour les enfants, un peu de respect, s'il vous plaît. Ces petits hommes verts, ce sont les premiers heureux élus, les enfants de Canto. Ils ont entre 7 et 11 ans et ils viennent d'à côté de l'école d'Ellesmere Park. Tels des stars, ils ont été filmés hier à l'entraînement, veille du grand jour, et de savoir que l'on va rencontrer le maître, croyez-moi, ça stimule. J'ai hâte de voir Cantona, d'être entraîné par Cantona, pour apprendre à mieux jouer. Le professeur en tenue de travail porte aussi la casquette. Eric a fait savoir qu'il était impatient de commencer ses 120 heures de travaux forcés. Toutes les 2 heures, Canto, l'éducateur, change de groupe. Au total, ce sont 700 enfants qui passeront entre ses mains et non pas ses pieds d'orfèvre, du ballon rond. 700 graines de champions qui pourront dire un jour « Canto, moi je l'ai eu comme prof ». 2 heures de rêve dans la vie d'un apprenti footballeur. Le professeur, lui, n'a rien dit en partant. Et pour les autographes, ce n'était pas vraiment le jour. Cantona avait l'air fatigué de ses 4 premières heures, même si comme travaux forcés, on a vu pire en Angleterre.
Le top modèle masculin français le plus connu, Albert Delègue, vient de mourir à Toulouse à l'âge de 31 ans. Ancien moniteur de ski, il avait embrassé cette carrière de modèle presque par hasard. En 5 ans, Albert Delègue avait imposé son style, mal rasé, cheveux très courts et sourire ravageur. Il faisait partie des 5 mannequins les plus cotés au monde, le seul français à ce niveau. Sur nos écrans, à partir de demain, mercredi, le dernier film d'Alexandre Arcadi, Stéphane, Jean-Luc Anglade, est un pédiatre qui va de femme en femme lorsque déboule une gamine de 12 ans qui va littéralement bouleverser sa vie. Tel est le prétexte de cette comédie titrée « Dis-moi oui », reportage de Pascal Deschamps, elle qui m'a toujours dit non. Qu'est-ce que tu aimes dire le plus souvent dans la vie, oui ou non? Oui. Je ne sais pas à quoi et à qui. Oui, parce que non est un mot plus important que oui. Voilà, c'est-à-dire quand on dit non, c'est non. Dis-moi oui. Arrête. S'il te plaît, dis-moi oui. Non. 2 petits mots qu'on prononce chacun en moyenne 1 million de fois dans une vie, mais qui ne sont pas pour autant sans importance, car ils peuvent nous la faire gâcher. On dit l'un pour l'autre, et c'est toute une vie qui bascule. 2 petits mots donc sur lesquels il était tentant de bâtir une histoire. Dis-moi oui, c'est une comédie romantique, un conte de fées moderne. Elle met en scène 2 personnages. Je joue un jeune chirurgien pédiatre bordelais qui s'appelle Stéphane et qui voit débouler dans sa vie une de ses petites patientes qui s'appelle Eva. C'est une véritable petite emmerdeuse, mais elle est terriblement attachante. Et donc, sa vie va basculer et ça va être terrible pour lui. Et puis, C'est durant, tu lui manges la bouche? Eva, mais où t'étais? Pourquoi tu l'as emmené ici, hein? Pourquoi tu m'as fait ça? Eva, t'étais où? Ça fait des heures qu'on te cherche. Ne parle pas pigé, t'existes pas, tu es une vieille. Il préfère les vieilles, lui, tu savais pas? Ne parle pas, j'ai dit. Arrête, ça suffit. Tu vas me parler sur un autre ton, toi, hein? Ouais, c'est ça, va voir ta mère au zoo. Oh, conne! Non mais ça suffit, arrête. Car ce que refuse Stéphane, ce n'est pas seulement l'amour absolu et pudique que lui propose une gamine, c'est la bombe qu'elle fait tout naturellement exploser dans une vie déjà bien rangée. Ton rêve? Mais quel rêve? Mais j'en ai rien. Je crois que ce qu'Eva apporte à Stéphane, c'est de lui dire par un moyen simple et efficace, ne perds pas cette part de jeunesse qu'il y a en toi. Je passe mon temps à refuser, mais dans ces noms, il y a un petit oui qui sommeille, qui va en devenir un très grand, quoi. T'inquiète pas, tu vas voir. On va plus se quitter. Tu vas me regarder vieillir et dans 3 ans, t'auras plus besoin de rentrer la tête dans les épaules. T'auras plus honte de ce que les autres pensent de notre couple. En somme, 3 lettres qu'on passe souvent une vie à attendre, et Eva aura simplement commencé un peu plus tôt que les autres. Dernier journal vers minuit 15, Philippe le fait et il le fait bien. Demain, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra à 7h50 Jean-Marie Le Pen. Bonne fête à tous, puisque c'est aujourd'hui la Saint-Parfait. Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet, temps maussade à peu près partout. Demain, à 13h, vous retrouverez Daniel Bilalian et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Excellente soirée, merci.